Écoutez, on va commencer. Merci à vous tous d'être présents, d'avoir répondu à notre invitation. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, vous le connaissez, c'est Brand Content et Média B2B. Comment les éditeurs conjuguent performance, influence, audience. Comment ils orchestrent leur dispositif de Brand Content pour répondre à la fois aux exigences des annonceurs de plus en plus élevées, mais également orchestrer sans altérer la relation qu'ils ont avec leurs abonnés, donc ne pas abîmer l'audience entre guillemets. Quels sont les nouveaux formats qui leur sont demandés, quels sont les nouveaux besoins dans ces secteurs. Bref, beaucoup de questions. Le but de ces ateliers, c'est d'être concret, que vous repartiez avec des idées, voire des solutions, en tout cas des repères. Donc pour ça, n'attendez pas la fin pour poser les questions. Prenez la parole, j'essaierai d'attraper un micro et vous le tendre. Autrement, je pense que la salle est suffisamment confortable pour vous entendre. Bref, pour répondre à ces questions, nous avons la joie et le plaisir d'accueillir 3 acteurs majeurs, n'ayons pas peur des mots, oui, du secteur. Dans l'ordre, Jonathan Bernard, qui est directeur conseil chez WeFactory & Co, l'agence intégrée du groupe NetMedia. Jonathan, je vous laisserai développer et présenter en les marques que vous pilotez au sein de votre groupe. Pierre-Nicolas Dessus, au centre de la table, qui est directeur général délégué du pôle secteur public, construction, emploi, pôle produits médias web chez Infopro Digital, beau terrain de jeu. Et François Counil, qui est directeur éditorial chez Les Échos Publishing, Le Parisien. Et pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, moi j'ai une question commune à vous 3, mais peut-être qu'on va commencer par vous, François. Vu votre parcours, votre expérience, qu'est-ce que vous avez déjà constaté comme évolution significative dans le brand content depuis les 5 dernières années, par exemple, si vous le souhaitez? Alors, on a constaté 2 choses. La première qui est plutôt positive, c'est effectivement des investissements plus importants, des moyens plus importants qui sont mis dans ces dispositifs de brand content. Et l'autre chose qui est aussi intéressante, c'est qu'on est de plus en plus sur des discours d'expertise. En fait, on se rend compte que nous, notre métier est de plus en plus de démontrer une expertise de nos clients auprès de leurs clients. On travaille énormément en verticalité, à la fois sur des fonctions métiers. On va nous demander de toucher, par exemple, les DRH du SBF 120 ou de toucher un secteur d'activité, des directeurs de supply chain, par exemple. Et donc, ça nécessite 2 choses. D'avoir des collaborateurs qui sont très cultivés sur ces matières, donc de spécialiser des profils dans notre agence sur, par exemple, la transformation digitale, sur la transformation de la supply chain, donc d'hyper spécialiser de plus en plus nos collaborateurs. Ça veut dire aussi qu'on externalise de moins en moins nos productions, on les internalise puisqu'il faut avoir effectivement cette expertise en interne. Et l'autre changement, comme on est dans des discours de plus en plus experts, on est aussi dans des ciblages de plus en plus précis. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on fait des formats qui sont plus quali, plus longs et qui sont mieux adressés. Je m'arrête. Plus près du micro? Ah, pardon. Je vais le mettre à côté, tant pis pour la photo, mais c'est le son ou l'image. D'accord. Oui, indépendamment on reviendra sur les formats et les nouvelles tendances qui se dégagent. Mais vous, votre constat majeur, c'est que depuis 5-6 ans, c'est de plus en plus d'expertise dans les contenus, et on verra aussi sur quel support vous les développez. Donc ça nécessite en organisation chez vous des personnes qui maîtrisent vraiment la chose, qui sont des journalistes, enfin une capacité de compréhension de choses pointues. Capacité à absorber les sujets, à rentrer dans une matière. On n'a pas forcément des collaborateurs qui vont être spécialisés en supply chain. Par contre, on recrute des gens qui ont une très bonne culture générale et qui sont capables de rentrer dans des sujets qu'ils ne connaissent pas avec prudence et curiosité. Et humilité surtout. Et petit à petit, à force d'interviewer des gens de haut niveau sur des problématiques, ils se construisent un vernis qui ensuite nous permet d'être crédibles aussi auprès des interlocuteurs, parce que j'y reviendrai tout à l'heure. Le nerf de la guerre pour nous, c'est aussi d'avoir ce qu'on appelle, alors on appelle ça influenceurs en B2C, mais nous on appelle ça des VIP sectoriels, c'est-à-dire un peu des têtes de gondole. On appelle ça aussi le souple leadership, c'est-à-dire d'avoir des gens qui sont attractifs au niveau d'un secteur d'activité, d'un métier ou de tendance. Bien, Nicolas. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Déjà, je vais rappeler rapidement ce qu'est le groupe Infopro Digital.
Donc c'est ce qu'on appelle une ETI, 4000 personnes, 550 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a 3 grandes familles de métiers, logiciels, les salons professionnels et tout ce qui est médias, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. On a 40 marques médias sur l'univers B2B qui sont référentes, LSA dans la grande distribution, l'Argus de l'assurance dans l'assurance, le Moniteur dans le BTP ou encore l'Usine Nouvelle dans l'industrie. Donc nous, on est vraiment un acteur majeur des médias B2B. On voit une demande qui augmente fortement sur les problématiques de brand content sur les dernières années et encore sur cette année 2023. Notre spécificité, c'est la dimension B2B, c'est notre capacité à pouvoir intervenir sur des sujets d'expertise. Je pense au sujet RSE, au sujet de transition énergétique ou encore les nouvelles modes de construction sur lesquels on a une capacité à intervenir avec une puissance éditoriale, une puissance pour traiter les différents formats. Et donc c'est la raison pour laquelle il y a 4-5 ans de ça, on a décidé de créer une agence interne au sein du groupe Infopro Digital qui s'appelle Infopro Digital Stories, dont la patronne est dans la salle et s'appelle Marion Cousin. Peut-être lèvera-t-elle la main. Elle lève la main. Voilà, et donc pour répondre à votre question initiale, oui, ça augmente, et donc on s'est organisé pour répondre à ces attentes du marché. Merci, bonjour, je m'appelle Jonathan Bernard, je suis directeur conseil à l'agence de marketing communication B2B WeFactory & Co, qui est, comme l'a rappelé tout à l'heure Jean, intégré en fait à Net Media Group, qui est un groupe de communication et de marketing, historiquement un groupe média, avec un certain nombre de marques médias, toutes dédiées en fait à l'amélioration de la performance, mais aussi de l'épanouissement des décideurs B2B sur plusieurs aspects. La fonction finance avec DAF et décision achat, la fonction IT avec Silicon et IT Expresso, les experts en fait de l'expérience client à travers relations clients, qu'est-ce que j'oublie? J'en oublie, il y en a 14. Supplychain.net qui est le dernier venu et qui s'occupe qui traite en fait des lignes éditoriales autour des pure players de la supply chain. Voilà, donc voilà juste pour cette petite présentation de là d'où je parle. Concernant en fait ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qui a évolué dernièrement en brand content, je dirais effectivement pour poursuivre ce que vous disiez tous les deux, c'est un ciblage de plus en plus précis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des demandes, on voit apparaître des demandes et puis aussi des solutions qui sont proposées pour pouvoir s'adresser à des ciblages extrêmement précis de type « je veux pouvoir m'adresser à des… » et ça doit pouvoir se ressentir dans les infographies, dans les articles, dans les supports vidéo, dans les livres blancs à des DAF d'entreprises entre 300 000, dans le chiffre d'affaires entre 300 000 et 500 000 millions d'euros de chiffre d'affaires, sur des secteurs extrêmement précis et avoir de la performance sur des segments de plus en plus, non pas taillés à la serpe, mais plus taillés de manière chirurgicale. Et ça, pour moi, c'est une des évolutions majeures des derniers. La plupart du temps, on ne sonne pas à ma porte pour me dire je veux du brand content. La plupart du temps, on sonne à ma porte pour me dire je veux réaliser un dispositif performant auprès d'une cible particulière. Et même assez rapidement, j'ai dit bon, on va aller tout de suite au lead. Parlons tout de suite du lead, on en reparlera. Mais voilà, et donc c'est aussi de la pédagogie du travail et puis la démonstration dans les propositions qui nous permettent en fait de démontrer que oui, si on veut arriver à de la performance elle commence d'abord par la création de contenu, par la précision des contenus, par la capacité d'engagement des contenus qui vont être proposés. Et c'est une sorte de rétro-pédalage qui remonte vers la démonstration d'expertise et la notoriété, qui ensuite arrive dans la démonstration à la promesse de performance, qui est la plupart du temps, souvent, la plupart du temps, la demande initiale, l'expression de besoin initial. Nicolas, posez la question autrement, est-ce que la montée en puissance
Donc je disais, je vais poser la question autrement. Est-ce que la montée en puissance du brand content, c'est au détriment du display qui est de plus en plus compliqué à monétiser ou à les histoires de ad blockers? Enfin, mécaniquement, il y a des raisons pour que le display peut-être décline, ou alors il y a des vertus du brand content qui sont exclusifs au brand content. Plusieurs éléments de réponse. Sur la partie display, on est un peu moins embêté sur l'univers B2B qu'en B2C, donc c'est probablement un peu moins vrai pour nous que pour nos confrères et consoeurs des environnements B2C. Nous, ce qu'on observe, c'est pas une opposition entre du brand content et d'autres types de formats. Lorsque nos commerciaux vont rencontrer des annonceurs ou des agences, ils sont d'abord à l'écoute des clients et de leurs besoins. Donc, on arrive sur du brand content en général par de l'écoute client, de l'écoute de besoins qu'on va qualifier et préciser. Et le besoin, en général, pour arriver sur du brand content, vous l'avez évoqué, c'est l'envie d'aller générer des leads. Donc ça, c'est assez fort en B2B. C'est l'envie de valoriser la marque sur certains sujets d'expertise. Ça, c'est un point qui est important. C'est valoriser aussi de la proximité client. Donc c'est des besoins clients de ce type-là que l'on identifie. Et après, on va travailler avec différents formats. Donc je dirais que c'est complémentaire, je ne mettrai pas comme un schéma d'opposition. Et un autre point intéressant à verbaliser, notamment pour des acteurs comme nous qui sommes aussi des médias, à côté de notre activité de brand content, c'est le besoin de certains annonceurs de vouloir communiquer sur leur propre plateforme propriétaire. Donc c'est important, nous on est un média, on a plusieurs médias sur lesquels les annonceurs viennent communiquer. Ils ont parfois le besoin de vouloir communiquer sur leur propre plateforme. Donc c'est important que nous puissions répondre à cette problématique-là, qui est complémentaire à celle du média. Merci. Quand vos clients veulent communiquer sur leur propre support, est-ce que c'est des extensions de campagne ou de dispositifs, ou c'est du spécifique, ou les deux, mon capitaine? Les deux, mon capitaine. Les deux sont possibles. On peut faire du sur-mesure sur la plateforme propriétaire du client, ou on peut le faire en extension d'audience. On peut aussi livrer des formats, je pense sur les webinaires ou des formats vidéo. On fait des captations en studio de qualité qui vont être amplifiées, diffusées sur nos réseaux médias et qui vont pouvoir aussi être mises à disposition du client annonceur qui pourra le réutiliser tout au long de l'année sur ses différentes campagnes de communication internes ou externes. Merci. Oui, c'est vrai que nos clients ont parfois le besoin, l'envie, parfois même, je pourrais dire, la tentation, effectivement, de vouloir transformer leur plateforme web, notamment, en complète plateforme de contenu, avec l'ambition eux-mêmes de devenir un média et d'avoir autant de popularité et d'être aussi magnétique qu'un média aussi installé comme, je pense comme Marketing ou DAF par exemple. C'est toujours un projet qui est intéressant et qui en revanche fait intervenir une notion qui est une notion de l'investissement, mais aussi de la temporalité de l'investissement. C'est-à-dire que ce n'est pas un projet qui se fait en 6 mois, c'est peut-être même pas un projet qui peut se réaliser en 1 an, mais ce besoin d'avoir de la performance organique à travers ses propres supports, c'est légitime aussi, mais je pense que forcément pour pouvoir arriver à ce résultat-là, il y a besoin de pouvoir bénéficier des audiences médiatiques, voire même de jamais véritablement s'en passer. Alors, la question est pour vous trois également. Ce vieux débat ou ce vieux rêve de beaucoup d'annonceurs de se rêver média, en disant nous, on a des clients qui nous sont fidèles, on a une base de prospects immense, on va devenir un média. C'est des vieilles lunes, on entend ça depuis très très longtemps. Alors bien évidemment, quand il y en a un qui frappe à votre porte une nouvelle fois, qui vous dit « aidez-moi à devenir un média », vous lui répondez quoi? Alors, ça fait un beau budget à la clé, mais concrètement? Vous avez très bien cité la problématique, c'est le budget en fait. Pour devenir un média, il faut publier fréquemment, il faut créer ce qu'on appelle une audience récurrente et naturelle, c'est-à-dire qu'il faut que l'internaute vienne naturellement parce qu'il sait qu'il y a des contenus qui correspondent à son intérêt de lecture, il va revenir naturellement ou par le SEO. Mais quand même, il faut avoir une offre éditoriale qui est fréquemment renouvelée, qui corresponde aux intérêts de lecture de sa cible. Donc c'est toujours possible, mais c'est une question de moyens en fait.
c'est une question de moyens. Nous, quand on présente des dispositifs, on présente il y a des fréquences et des volumes. Alors, contrairement à mes deux camarades, nous, on travaille plus en direct annonceur et moins par nos régies. Donc, effectivement, on installe des dispositifs et des contenus chez nos clients. Et le site Les Échos ou les espaces partenaires Les Échos sont un peu des boosters pour lancer effectivement, enfin pour cibler l'adressage de ces contenus qui sont redirigés in fine vers leur plateforme. Juste pour répondre à la question de pourquoi les annonceurs viennent nous voir, en fait, ils viennent nous voir pour entrer dans des logiques de marketing relationnel, pour pouvoir adresser leur cible toute l'année. Et qu'est-ce qu'un meilleur prétexte qu'un contenu à forte valeur ajoutée informative pour la cible? Donc en fait, l'idée, c'est effectivement de trouver avec l'annonceur des intérêts de lecture qui sont intéressants pour sa cible, forcément, et qui sont dans son territoire de légitimité. À partir de ce moment-là, on peut s'adresser très fréquemment à ses prospects. Donc l'idée, en fait, du brand content, pour moi, c'est effectivement d'avoir un lien constant et une crédibilité auprès de sa cible sur ces problématiques. Donc voilà pourquoi ils viennent nous voir, entre autres. Par contre, la dernière question, je l'ai oubliée. C'était oui, est-ce qu'ils peuvent devenir médias? Oui, ils le souhaitent. Mais vous avez encore ce type de demande d'aspiration? Oui, d'ambition, oui. Après, on présente les budgets, c'est pas la même chose. Mais je pense que après, alors je ne sais pas si mes confrères le pratiquent, nous on propose du contenu sur mesure et du contenu syndiqué. C'est-à-dire qu'on met à disposition une partie des contenus Les Échos, Investir, Capital, Finance, sur les sites de nos clients. Ce qui fait que pour des budgets raisonnables, ils peuvent bénéficier de contenus intéressants, qui ne sont pas référencés SEO, mais qui sont complétés par du contenu sur mesure. Donc avec ces contenus syndiqués et les contenus sur mesure, certains de nos clients, mais avec des budgets quand même assez conséquents, arrivent à publier 3 à 4 infos par jour. Et là, ils peuvent rentrer dans des logiques de médias. Merci. Oui, j'ai un cas assez concret en fait, je vais vous partager. C'est justement un de nos clients qui souhaite pouvoir développer comme ça cette magnétique pour devenir quelque chose, un support médiatique magnétique. Donc nous, on les accompagne depuis 3 ans dans quelque chose d'assez progressif dans ce projet-là. C'est, pour ne pas le citer, Comdata. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé en fait une marque, une marque intermédiaire. Une marque intermédiaire qui s'appelle Excellence Client, qui a pour vocation à monter en puissance. Aujourd'hui, il y a un hub privilégié en fait sur Relations Client Mag. Il y a il y a des magazines papier, des diffusions régulières en fait de livres blancs, et c'est une prise de parole, je vais dire, c'est pas un pas de côté, mais c'est une prise de parole un peu transverse de la marque, qui est toujours associée en fait à la marque média, qui est naturellement associée à l'émetteur qui est Comdata, et qui petit à petit prend son envol, monte en puissance, que ce soit en reconnaissance de l'expertise des contenus, mais aussi dans le branding et tout l'engagement en fait qu'elle crée à travers son branding et sa diffusion. Un petit point de complément sur ces clients ou ces annonceurs qui souhaiteraient devenir médias. Alors effectivement, il y a la question du budget, et puis surtout, c'est la question de l'horizon de temps. On n'est pas un média à durée déterminée, hein. Donc quand on se lance sur ces logiques-là, on est assez rapidement sur du moyen long terme. Ce sont des projets qu'on ne peut pas faire one shot, à moins d'être lié à un événement éventuel avec une deadline. Je ne sais pas, imaginons quelque chose autour des JO 2024. Vous avez un horizon qui est août 2024, voire septembre pour les Paralympiques, et après les JO s'arrêtent. Mais l'horizon de temps est l'élément discriminant. On va rentrer dans le concret. D'abord, les prérequis d'une bonne campagne brand content. En rafale, plusieurs questions. C'est donc les prérequis. Est-ce que tous les clients sont éligibles au brand content? Et est-ce que du brand content peut se décliner sur tout type de support? Qui s'y colle? J'ai vraiment la conviction que tous les clients sont éligibles au brand content, mais peut-être pas toujours avec la même ambition ou même les attendus de performance. Encore une fois, en faisant intervenir cette notion de temporalité. Lorsqu'on fait du brand content, on attend de la performance, on attend aussi, c'est important de l'attendre aussi, des faisceaux bénéfiques et vertueux de création et de développement de sa notoriété. Et à partir de là, il y a plusieurs manières de faire. Est-ce qu'on dit qu'on va faire des coups de notoriété ou des coups de démonstration d'expertise?
même pour les clients qui n'ont pas forcément des budgets incroyables à mettre dans du brand content, il y a toujours de l'investissement, soit du temps homme, soit de l'investissement budgétaire avec une agence ou un autre partenaire, pour pouvoir avoir de la régularité dans les opérations de brand content. Et ce qui veut dire que cette régularité-là va pouvoir construire ce matelas de notoriété, même sur une quantité faible de création de contenu multiformat. L'important reste pour moi cette régularité. Oui, notre conviction, c'est que globalement, la très grande majorité des clients peuvent être éligibles au brand content. Il y a évidemment les sujets de budget qui entrent en jeu. Il y a peut-être un prérequis sur la capacité d'un annonceur potentiel ou d'un client de savoir raconter l'histoire de sa marque, ou en tout cas pouvoir décrire ce vers quoi il veut l'amener. C'est un peu plus complexe malgré tout qu'une campagne de page pub print ou de display où on pousse un produit sans aller au-delà. Donc il y a peut-être un niveau de complexité un peu supérieur dans le brief du client à avoir. Donc c'est peut-être un prérequis que je préciserai. Et après, c'est à nous, côté agence, de faire preuve d'écoute auprès du client, de formaliser aussi les indicateurs, les KPI, pour pouvoir rendre une campagne éligible à du brand content derrière. Alors, je vais répondre la même chose que mes camarades. Oui, tout le monde peut y aller, mais je dirais ça dépend où et ça dépend pourquoi. Si on travaille par exemple avec des SS2I, avec des cabinets conseils et qui veulent être présents sur certains secteurs d'activité, ils ont intérêt à être bien armés avant de se lancer dans une campagne de brand content. Effectivement, pour moi, une campagne de brand content en B2B, c'est d'abord une démonstration de légitimité et d'expertise. Donc si par exemple un cabinet de consultants veut aller sur le secteur du BTP, veut aller sur le secteur de la santé, ils ont intérêt à avoir le bon niveau de discours. Bien sûr, on les accompagne dans nos dispositifs en les confrontant effectivement à des personnes de ce secteur, on les accompagne, mais il faut y aller avec beaucoup de crédibilité. Et donc, pas seulement en disant qu'ils sont les plus forts, les plus anciens ou les mieux positionnés sur le marché. Donc, je dirais que oui, mais avec de la préparation et puis avec une bonne somme d'expertise pour pouvoir toucher leurs prospects qui sont en attente de ça, d'une vraie légitimité pour s'adresser à eux régulièrement. Dans ma série de questions, il y avait une question, est-ce qu'on peut le décliner sur tous les supports? Parce que forcément, brand content, c'est contenu, on pense web, site, mais est-ce que l'event, on parlera des formats vidéo, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas de tabou, on peut tout faire en brand content? Oui, et moi je suis même étonné, alors je ne vais pas parler du retour du papier, mais, mais nous on appelle ça la notoriété présentielle. Effectivement, on fait des vidéos, alors surtout les supports, mais je dirais que les formats B2B sont un peu différents. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Nous on travaille beaucoup les formats longs en fait. Long, on peut faire des plateaux télé de 45 minutes, des émissions de 20 minutes. Les podcasts, pour nous, c'est une panacée parce qu'on peut s'étendre sur 20 minutes. Mais si on veut démontrer une expertise, avoir une légitimité, on ne peut pas la faire en 1 minute 30. Ce qui est un peu le dogme de la vidéo sur Internet. Si vous dépassez 1 minute 30, vous êtes plus visible. Mais ouais, j'arrête là. Non, parenthèse. Jean-Nicolas Donadon, c'est le format vidéo court, long, très court, en B2B. On fait les deux. Le format 45 minutes est un format qui marche très bien, notamment pour les webinaires. La raison elle est extrêmement simple, c'est que 45 minutes, ça rentre dans un créneau de votre agenda Outlook. Donc vous avez le début, vous avez la fin, tac, vous bloquez le créneau et ça rentre très bien. Donc voilà, sur les traitements longs, on va dire, on est sur ce format-là 45 minutes en moyenne. Ça peut nous arriver de faire des vidéos courtes de type 3 questions A, notamment pour amplifier un événement sur lequel on est présent. Donc on manie les deux types de formats. Et en termes de diffusion, on peut le diffuser sur nos plateformes de contenu à nous ou de manière assez évidente aussi sur les réseaux sociaux. Et nous, on est plutôt B2B, donc on va être moins sur Instagram et peut-être plus sur de LinkedIn à titre d'exemple. Et pour aller un peu plus loin sur les formats, c'est pas que de la vidéo, c'est pas que des réseaux sociaux.
Ça peut aussi être des études de cas. On est capable aussi de monter des cas d'études, des cas pratiques pour illustrer des propos, des livres blancs, pour amplifier, expliquer un sujet, une thématique auprès de nos audiences. Tout est bon, y compris la multiplication des durées, des formats de vidéos. Moi, je dirais qu'effectivement, les vidéos courtes fonctionnent très bien si l'objectif, c'est d'attirer l'attention et d'emmener petit à petit son prospect ou sa cible vers quelque chose de plus en plus long, de plus en plus argumenté, de plus en plus concret dans les approches business. Et quand on est dans le haut du tunnel, plutôt, on va être plutôt sur un mix entre des arguments rationnels et émotionnels. C'est pour ça que là, on a souvent pas beaucoup de temps pour pouvoir attirer cette attention-là. Et c'est pour ça qu'il faut pouvoir être court, impactant et percutant. Donc je dirais des formats vidéo très courts pour pouvoir amener vers le format vidéo dont vous parliez, 45-50 minutes. Effectivement, vous l'avez très bien exprimé, il faut capter l'attention. On a toujours ces trois phases que sont la captation. Donc comment on capte une cible B2B via les réseaux sociaux, via du push mail très ciblé. Le SEO un peu moins quand même, sauf si la problématique est très précise, on est sur des niches. Mais effectivement, le teaser, qui peut être un verbatim d'une vidéo, qui peut être un extrait d'une vidéo plus longue, va amener petit à petit, je suis complètement d'accord, sur le site et ensuite, pourquoi pas sur de la génération de leads avec un format encore plus long. Et juste pour revenir sur le print, moi je suis assez étonné. Je développe cette activité depuis 10 ans au sein des Échos et je fais quand même pas mal de print. Et on fait notamment, ça rentre un peu dans la veine du brand content, des guides très utiles. On va faire un guide de gestion de trésorerie pour, par exemple, les PME. On va faire des guides de transmission. Et là où c'est très intéressant, c'est que notre annonceur, là, se place dans un guide comme un référent. Et le guide reste sur le bureau du directeur général ou sur le bureau du DAF. Et là, c'est ce que j'appelle, avec un peu d'amusement, la notoriété présentielle. Et parce qu'il est sur le bureau du décideur. Et on travaille beaucoup, je suis juste avec ça, la qualité du support. Parce qu'on joue beaucoup, ça nous amuse aussi, sur le scrupule à jeter. Plus le support est quali, plus le grammage est important, moins vous le jetterez. Bon, l'intérieur est aussi intéressant, mais on travaille de plus en plus sur des prints très quali comme ça, à faible diffusion, parce que quand on veut toucher les DAF du CAC 40, on n'en imprime pas beaucoup, mais on fait des très beaux ouvrages, donc intellectuellement c'est très intéressant, et ça fonctionne encore le print. Donc. Les imprimeurs, merci. Oui, nous aussi. Si à un moment donné, il y a l'objectif d'être diffusé sur nos médias de manière évidente, oui. Si c'est 100% propriétaire, ça peut dépendre. Et auquel cas, la caution du média, elle est plutôt sur notre capacité d'amener de l'expertise éditoriale. Et c'est là-dessus qu'elle se joue. Donc le fait que ça soit en marque blanche ou pas, c'est au choix du client. Alors nous, il nous arrive parfois d'appliquer non pas une mais deux marques médias sur des supports de type livre blanc. Et dans ces cas-là, en fait, c'est intéressant parce que voilà, on peut bénéficier de l'expertise déjà de notre connaissance des audiences pour pouvoir avoir un support qui va pouvoir s'adresser à plusieurs types de fonctions et aussi bénéficier en fait de cette caution de deux marques médias. Mais il nous arrive également aussi de faire des dispositifs de contenu sans aucune marque média. Parce que, je veux dire, chez WeFactory, en fait, on travaille également sur des enjeux qui sont peut-être déconnectés de la médiatisation, qui sont la communication interne, sur lesquels, naturellement, ça n'aurait pas beaucoup de sens d'appliquer e-marketing ou silicone sur ces dispositifs-là ou sur ces contenus-là, ou des dispositifs de type marque employeur qui, eux aussi, ne nécessitent pas, ou en animation de réseau, pour de l'animation directement chez nos clients, qui ne nécessitent pas cette marque média-là. En ce qui nous concerne, c'est un tout petit peu plus cher. Lorsqu'on apporte en fait le prêt de marque sur une opération, sur un webinar, sur un événement,
Mais voilà, c'est pas non plus, vraiment très significatif. Oui, alors nous, l'association des marques, alors c'est pas pour faire de la concurrence, mais on la fait pas payer. Par contre, à partir du moment où on met la marque, même si c'est les éco-publishing et pas les échos, la rédaction des échos nous regarde, nous observe, ils nous relisent parfois, ce qui est normal. En même temps, les clients qui viennent nous voir, ils viennent surtout avec des objectifs effectivement de crédibilité éditoriale, donc on n'a pas trop de problèmes quand on leur propose des plans détaillés sur leur contenu, quand on est très objectif. En plus d'un gage de rigueur ou d'expertise, je dirais que c'est aussi un gage d'objectivité. Le fait de mettre notre logo sur un support avec celui de nos clients, mais comme mes camarades, on travaille parfois en marque blanche, en marque grise. Mais il y a même des articles que parfois on signe sur le même support et que des fois on ne signe pas. Ça dépend un petit peu du positionnement ou du niveau de légitimité du client sur le sujet. Mais voilà, c'est complètement à géométrie variable et le même prix. Un peu la même chose. Nous, on valorise plutôt la présence de la marque qui crée une caution supplémentaire, un marqueur fort. Donc, c'est plutôt tendance à le valoriser. Ouais. Je crois que vous devez quand même le reprendre. Vous gérez des commerciaux, vous gérez en tant qu'éditeur aussi des rédactions. Donc vous êtes le gardien du temple et de la charte. Ça se passe toujours bien? Ou quelles sont les règles d'arbitrage quand il faut arbitrer? Parce que les clients doivent vous pousser quand même certaines fois dans vos limites. C'est quoi les garde-fous? Je suis le garde-fou. Non, c'est l'éditeur, évidemment, le garde-fou. C'est la spécificité de ce métier. C'est ce qui le rend à la fois passionnant et qui nécessite de la souplesse et en même temps une application stricte des règles qu'on se fixe dans le groupe. Et il y a une charte qui est très claire. Quand du contenu émane du sponsoring ou d'un financement en communication, c'est précisé. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Vous dire qu'il n'y a jamais de zone de frottement serait mentir. Ce n'est pas la réalité du terrain. Il peut y en avoir et quand il y en a... ça se finit autour d'une table où on explique les choses. S'il y a quelque chose qui semble ambigu, ça peut nous arriver de revenir en arrière. Donc c'est vraiment, je vais dire, c'est de l'humain, c'est de l'intelligence humaine. Et on se met autour de la table quand il y a un certain nombre de fois où la rédac et l'agence, la relation entre les deux suffisent. Et parfois, il faut que je tranche pour clarifier les choses. C'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté pour nos lecteurs. Et le fait que tout ça soit très, très clarifié, c'est ce qui crée la valeur dans la durée derrière. Donc on tient bien les positions. Parfois, ça peut frustrer les commerciaux. Ça arrive. Mais voilà, mon rôle, c'est de gérer cet équilibre-là pour que cette activité déjà de brand content soit pérenne et plus globalement que le média respecte aussi ses engagements auprès de son audience ou de ses abonnés. Mais oui, ce serait pas drôle s'il n'y avait pas de tension, évidemment. Chez nous, en tout cas, là, il y a, voilà, comme de votre côté, hein, dès qu'il y a du public rédactionnel ou quelque chose qui est sponsorisé, c'est très clairement annoncé. Après, il arrive parfois que les commerciaux aillent voir, passent dans le bureau des rédacteurs en chef en disant ils sont reçus avec parfois un coup de pied aux fesses, en disant écoute, voilà, ça c'est les limites. De toute façon, on a une charte qui ça intéresse pas trop de toute façon les rédactions qu'on vienne leur suggérer quoi que ce soit ou leur demander quoi que ce soit. De toute façon, là-dessus, chez nous, c'est très clair et très ancré en fait dans la culture et depuis finalement assez longtemps. C'est pour ça en fait que on a des séries de postes en fait chez nous qui s'appellent les directeurs conseils qui s'alimentent en fait des tendances, qui lisent énormément, qui deviennent presque, on l'espère, dans la posture et dans l'envie presque qui suivent tellement bien les lignes éditoriales qu'ils pourraient proposer des contenus de la même manière que le proposerait la rédaction, mais sauf que c'est pas le cas. Et voilà, ce qui fait que ça fonctionne plutôt bien de ce côté-là.
Voilà pour ça. Donc les limites sont assez sont claires. Chez nous, il n'y a pas d'ambiguïté. La tentation, alors, nous, en fait, la cloison est très étanche, hein. On a une SDJ aux Échos qui est très regardante là-dessus, hein. On l'a vu ces derniers temps. Et tant mieux parce que c'est ce qui fait aussi la notoriété du journal. Par contre, il est évident que lorsqu'on s'appelle les Échos Publishing, qu'on arrive sur un rendez-vous, ils attendent, même si on ne vient pas avec les journalistes de rédaction, un certain niveau d'expertise ou même un certain niveau rédactionnel. Donc je complète un peu ce que disait Jonathan, c'est-à-dire que nos collaborateurs sont de plus en plus spécialisés. Moi, j'ai beaucoup dans mon équipe d'anciens journalistes, forcément, ou qui sont des anciens journalistes spécialisés. Donc ça veut dire qu'on essaie, je pense qu'on y arrive parfois, même mieux, mais je n'ai pas le droit de le dire, à apporter une vraie crédibilité éditoriale auprès de notre client, celle que représente la marque en fait. Après, sur la visibilité de la marque, il y a deux choses. Il y a effectivement quand on est intégré au site Les Échos, au journal Les Échos, et là c'est très charté, mais on a le droit quand même de faire des interviews, on a le droit de faire des vrais formats éditoriaux, mais effectivement il y a une charte. Et après, il y a l'autre cas quand les contenus sont à l'extérieur sur les sites des clients. Et donc là, on a le logo Les Échos Publishing qui nous différencie de la rédaction. Et comme on fait souvent un mix entre les contenus des Échos en mode syndiqué sur les sites de nos clients, plus les contenus sur mesure commandés par nos clients, on a les deux logos qui sont sur le site de nos clients, Les Échos Publishing et Les Échos. Du coup, le lecteur comprend complètement la différence et puis voit en fait qu'il n'y en a pas vraiment de différence. Donc c'est ça qui est intéressant pour le client. À vous trois, est-ce que vous avez eu des questions, enfin des demandes de clients totalement délirantes que vous avez dû calmer et autrement c'était au-delà de l'abus? Ça arrive. Ça arrive. En fait, il y a deux choses. En fait, il y a par exemple, générez-moi 10 lead bands dans les 15 jours. Voilà, votre prix sera le mien. Ben non, on ne peut pas faire ça. C'est pas possible. On ne peut pas faire ça. Après, forcément, il y a parfois des expressions de besoin qui sont, en fait, quand on les questionne, qui finissent par devenir complètement à reprendre finalement la tournure d'une demande rationnelle avec des enjeux ambitieux. Voilà. Mais il faut plus questionner la manière dont on demande que finalement le fond de ce qu'on demande. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Oui, il peut y avoir des demandes, je ne sais pas si c'est délirantes ou exotiques. C'est celles qui peuvent être peu réalistes. C'est-à-dire que par expérience, on sait, vous preniez l'exemple des leads à générer, on sait que pour générer un certain nombre de leads sur une cible donnée, il faut par exemple un certain nombre d'inscrits à un webinaire. Et pour qu'il y ait un certain nombre d'inscrits à un webinaire, on sait qu'il faut lancer la campagne de recrutement sur le webinaire 4 semaines avant. Et on sait en général que sur un webinaire, pour 100 personnes qui auront visionné le webinaire, 70 l'auront vu en direct et 30 en replay. Bon, il y a une espèce de chiffre comme ça clé, c'est votre expérience, c'est votre vécu sur 2 ans, 3 ans, 4 ans. Puis quand il arrive un acteur qui pense qu'on peut faire la même chose en 4 jours et demi, c'est potentiellement délirant. Donc ça, c'est un cas comme ça. Et donc ça, c'est notre métier d'accompagner et de remettre de l'indicateur et du KPI. Et après, un autre élément de délire potentiel, c'est la question que vous évoquiez avant, c'est la question des limites avec la rédaction. Et mais est-ce qu'on peut faire un déjeuner avec la rédac dans le cadre de cette campagne? Il peut y avoir parfois des envies de ce type-là. Ou par ailleurs, on a ce communiqué de presse que vous pouvez relayer à la rédaction. Bon, voilà. Est-ce que c'est du délire ou pas? Ils ont le droit d'essayer, voilà. Et puis on a le droit et le devoir de cadrer ces demandes. Ouais, alors en demande délirante, c'est un peu le même type de demande. On réclame souvent une plume, un éditorialiste de la rédaction. Donc la cloison est très entanche, mais on peut toujours demander. Hein. Chacun a son prix, hein, quelque part. Ça, c'est une demande très délirante. Après, les demandes, parfois, que je ne dirais pas délirantes, mais complètement, qui sont dues à une méconnaissance du marché. On peut avoir, par exemple, des annonceurs qui vont nous demander d'organiser un webinaire à 8h30 du matin auprès des cibles TPE sur la responsabilité pénale du dirigeant. On essaie de leur dire que personne ne va se connecter. On leur dit plein de fois qu'il vaut mieux faire des replays, les adresser. Mais il y a une obsession à faire le webinaire en direct. Donc on se retrouve en partant d'un fichier de 100 000 personnes avec 30 inscrits, dont la moitié sont des internes.
Et là, on peut faire le plus beau dispositif du monde. On leur a dit plein de fois que le boulanger ne se connecterait pas. Mais bon, voilà, ça, c'est le genre de demande un peu délirante qu'on a. Après, oui, et puis ceux qui essaient de casser cette cloison, quoi. C'est-à-dire que oui, je suis client, on devrait parler de mon produit, envoyer le dossier de presse, je peux avoir l'interview de mon PDG. Enfin, voilà, bon, ça on leur explique. Après, une demande que je trouve assez amusante à chaque fois, c'est que beaucoup veulent visiter la rédaction des Échos. Donc il s'agit de visiter un open space, en fait, avec des gens qui ne sont pas souvent là, avec des ordinateurs et des gens qui tapent sur des claviers. Donc ils s'imaginent peut-être que les gens des crayons en papier derrière les oreilles. Et voilà. Mais bon, donc on fait visiter la rédaction avec plaisir, de toute façon. Oui, ça pourrait être mon bureau, ça serait la même. Donc voilà, non, mais sinon, on explique tout de suite, effectivement, qu'il y a cette cloison étanche, ils le comprennent très bien. Non, je riais sur la demande de visite de la rédaction. Nous, on a moins la demande, mais en même temps, on est basé à Antony. Je me suis demandé si ça avait un lien. Avant d'attaquer la dernière partie de cette conférence, est-ce que vous avez des questions ou des... Ah, monsieur. Oui, bonjour. Ma question, c'est... Alors, cette conférence, c'est quand même... on est sur du national, du territoire français. Est-ce que vous notez une différence en termes de culture et d'angle avec, par exemple, les anglo-saxons et avec, effectivement, un business plutôt international? Voilà. Oui, il y a une vraie différence qui est frustrante pour nous. C'est vrai que les médias anglo-saxons peuvent venir en rendez-vous commerciaux et rédac chefs ensemble, ça pose pas de problème. Parfois, certains journalistes étrangers travaillent en pige externe. Nous, on le fait de temps en temps. Nous, on travaille encore avec des pseudos des fois, donc c'est quand même un peu bizarre. Donc voilà, oui, je dirais que le mercantile et l'éditorial sont quand même un peu plus complices et c'est très bien assumé. En France, on a quand même une culture de l'indépendance qui est très saine, mais qui n'est parfois pas la même d'un journal à l'autre. Je ne vais pas citer mes concurrents, mais certains concurrents, je sais, peuvent amener les journalistes de rédaction en rendez-vous. Nous, on ne le fait pas, je trouve ça plutôt bien. Mais oui, je sais que dans les pays anglo-saxons, c'est beaucoup plus ouvert. Ce que fait le New York Times avec son paid content, je trouve ça excellent. En plus, ils ont des formats très innovants. Reuters aussi fait des choses très, très remarquables. Et effectivement, les journalistes de rédaction, sur des chaînes télé, participent au publishing. Je ne vais pas les citer, mais bon, une grosse chaîne d'info le fait très souvent. Donc voilà, et certains médias l'assument. Ouais. Et pourquoi pas? Ah oui, je suis peut-être pas sûr d'avoir bien compris la question, mais oui, au niveau je pensais avec les clients internationaux, à l'international aussi. Oui, alors moi je trouve pas beaucoup de différence en fait entre on a des clients américains ou anglais. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que même si on n'est pas tous incroyablement fluent en anglais, on se comprend extrêmement bien et extrêmement facilement, et c'est assez remarquable. En revanche, quand on a des clients plus asiatiques, par exemple, notamment chinois, c'est voilà, de faire, comment dire, il y a quelque chose de vraiment très pédagogique sur l'approche médiatique, l'indépendance des rédactions, justement cette séparation qu'il y a entre le public rédactionnel et voilà, et c'est important d'être voilà, de pouvoir bien répéter. Donc voilà, parce qu'il y a des différences, à la base qui sont culturelles, qui sont ainsi, et donc et où la barrière de la langue finalement avec nos amis anglo-saxons n'en est pas vraiment une parce qu'on baigne dans une culture assez commune avec quelques différences. Là-dessus, sur les campagnes internationales, nous on a quand même une petite difficulté à expliquer surtout aux Américains qu'on ne peut pas simplement traduire les contenus en fait. Nous on essaie de leur parler de localiser les contenus. Donc ça coûte un peu plus cher parce que ça veut dire qu'il faut refaire les contenus. Mais parfois, une traduction, c'est catastrophique parce qu'on n'est pas sur les mêmes cultures, pas sur les mêmes problématiques. Et parfois, on a des Américains qui, pour le dire comme ça, qui viennent, qui essaient de s'installer en Europe. Ils ont la même stratégie qu'en Asie ou chez eux. Ils déroulent, voilà, ils déroulent. On a très peu de marge. Donc on fait. Hein. Et puis, c'est souvent des one-shots. Hein. C'est-à-dire qu'ils essaient, ça ne marche pas, ils s'en vont. Et malheureusement, ils essaient pas bien, on trouve. Mais ils ne nous écoutent pas bien non plus. Et on essaie de bien parler anglais pour leur expliquer pourtant, mais ça ne fonctionne pas toujours. Pour entrer davantage dans la coulisse, on va parler prix.
fourchette de prix. On a pour habitude de dire que la finalité d'une opération de brand content, c'est d'obtenir du lead. Alors, un lead, c'est quoi? Quelles sont une fourchette de prix en fonction des critères demandés par le client? Et si vous pouviez aussi y associer une durée sur l'obtention des leads commandés pour donner à peu près des éléments tangibles aux personnes présentes. Pierre-Nicolas. Alors, je vais donner des fourchettes assez larges. Donc, nous, c'est du lead B2B. Donc, si je dois donner une fourchette, on va dire que ça va varier entre 30 et 120, 150 euros le lead. Ouais, je vais expliquer. Il y a plusieurs familles de leads. Donc, il y a les leads qui sont exclusifs, qui sont réservés à un client uniquement. Dans ce cas-là, ça coûte plus cher qu'un lead qui va être partagé à 3 clients, par exemple. Donc ça peut expliquer un niveau de différentiel de prix. Vous avez des leads où vous allez avoir plus ou moins d'informations sur le prospect. Et donc le nombre de champs d'informations, éventuellement des éléments sur ses intentions d'achat sur les 12 prochains mois, sur tel type de sujet ou d'outils, ça valorise encore plus le lead. Donc ça, ce sont autant d'éléments, de paramètres qui vont impacter le tarif que je vous ai donné à titre indicatif. Et après, les leads, ils appartiennent aux clients auxquels ils sont transmis. Alors si je prends l'exemple des formats webinaires de mémoire, on doit envoyer les leads sous 15 jours. J'ai cet ordre de grandeur là. Et après, ce que je peux dire en termes de recos et de conseils sur la partie lead, on fait des recommandations extrêmement fortes pour que les leads générés auprès de nos clients soient traités très rapidement par les clients. Donc là, c'est la phase un peu plus aval, mais ça fait partie de la satisfaction potentiellement globale du client à la fin. Si on envoie des leads et que le client les travaille avec ses commerciaux 2 mois plus tard, c'est mort. Il faut les travailler sous 24 heures, 48 heures. Vous arrivez à éduquer vos clients, notamment le service marketing, pour dire allez secouer vos commerciaux ou le service commercial ou... Parce que c'est le tanné. Les éduquer, le mot est fort. Les alerter, les informer, leur partager les bonnes pratiques de ce qui est fait, soit ailleurs, soit même chez nous. C'est une partie de notre métier de générer des leads. Donc, c'est les exemples de tout à l'heure. On peut donner des conseils. Puis si finalement il y a un client qui veut faire son webinaire à 8h30 ou rappeler son lead généré qu'il a acheté 100 € et le rappeler 2 mois plus tard. Voilà. Mais on essaie quand même d'avoir cette démarche de conseil parce que malgré tout, même si la satisfaction globale sur l'ensemble de l'opération du client va aller de la phase de production du webinaire, de la génération de leads jusqu'à l'impact du lead chez lui. Donc on a tout intérêt à ce que cette pédagogie soit bien faite. On essaye de le faire du mieux possible, évidemment, en objectivant les choses. De notre côté, on a travaillé depuis plusieurs années en fait, ce qu'on appelle chez nous les offres de différentes nuances de lead. C'est-à-dire qu'on peut, à partir de 3 repères, en fait, on peut aller chercher un niveau d'intérêt qui peut être intermédiaire, notamment entre les 3 repères dont je vais vous parler, et qui peut osciller entre différentes typologies de tarifs, de temporalité aussi pour les obtenir. Et en fonction, encore une fois, de cette fameuse cible. Le premier, en fait, le lead, ce qu'on appelle nous le lead MQL, qui est le lead, par exemple, téléchargement de livre blanc ou visionnage de webinaire, ciblé, parce que de la même manière, nous, on est sur des leads B2B. C'est vrai que c'est des tarifs qui peuvent faire frémir les acteurs du B2C. On est, par exemple, sur le MQL, on est à partir de 100 €. On a, Et ensuite, on a une autre typologie de lead qu'on appelle le premium, le MQL premium, qui lui, en fait, permet, comme tu disais tout à l'heure, d'avoir des premières réponses à des questions de type contextuel sur la qualité de l'intérêt, on ne va pas dire du besoin, mais plutôt de l'intérêt. Et puis, on a le rendez-vous d'affaires. Alors, le MQL Premium, il commence à partir de 200 €. Puis, on a le rendez-vous d'affaires qui, lui, commence à partir de 450 €. Et là où on
on s'engage sur effectivement un rendez-vous entre le prospect cible et une des forces commerciales du partenaire. Une question complémentaire. Ouais. Tous les trois, vous avez une obligation de résultat à l'égard de vos clients concernant le lead? Donc je réponds déjà à celle-là, non. Enfin, on ne me l'a pas encore soumise. Non, sur le lead, plusieurs choses. Moi, je trouve que des fois, on peut générer du lead sans faire remplir un formulaire. Je vais m'expliquer. Si on est sur des cibles ultra qualifiées, je parlais de fonctions, métiers, SBF 120, CAC 40, bah, on va adresser nos contenus de façon très précise. Donc si on les adresse de façon très précise, c'est qu'on a les emails, on a les coordonnées des gens. Donc du coup, on va plutôt s'intéresser à savoir si la personne à qui on a adressé ce contenu l'a lu et l'a bien lu. Donc on n'a pas besoin de faire remplir un formulaire quelque part. De la même façon, quand notre client nous dit bah, « moi j'aimerais bien atteindre telle boîte, telle boîte, telle boîte et telle fonction dans la boîte », eh bien on va l'inviter à faire une interview croisée avec notre client. Donc là c'est plus qu'un lead, c'est-à-dire qu'on le met sur le plateau avec notre client. Et enfin, on fait de plus en plus ce qu'on appelle de la qualification de fichiers par push contenu, c'est-à-dire que, je vais prendre un exemple bête, j'ai un fichier de 200 000 prospects, je lui envoie un petit contenu sur la transformation digitale d'une demi-page, sur les 100 000, j'en ai 50 000 qui cliquent, à ces 50 000, je leur renvoie quelque chose d'un peu plus long, de 3 pages, aux 20 000 qui ont encore cliqué, je leur renvoie encore un contenu un peu plus dense, et bien après, je vais rendre le fichier à mon client, je vais dire, bah voilà, le classement par centre, par intérêt sur ta thématique. Et donc effectivement, lui va mettre ses forces commerciales en ordre de marche pour prioriser effectivement ceux qui ont déclaré un intérêt sans pour autant remplir un formulaire. Et donc, ils vont avoir forcément un meilleur taux de transformation. Et après, sur la génération de leads, nous, on ne l'a pas encore fait, mais ça va venir, hein, on ne facture pas encore les leads. Donc, je ne vais pas vous donner le prix. On facture juste les productions. Parce qu'on travaille, je vous l'ai dit, assez peu en mode régie, enfin de temps en temps avec nos OPSP forcément, mais on est sur le site de notre client et non, l'idée c'est... Bah, encore une fois, quand la cible est chirurgicale, je vous prends l'exemple d'une émission de 45 minutes qu'on diffuse auprès de 800 personnes, si on a fait 500 visites, on sait qu'on est identifié. Est-ce qu'on a besoin de lui faire remplir un formulaire? Je ne sais pas, pas forcément. Après, sur les sites très larges, oui. Alors, juste un truc sur l'exploitation du lead, c'est que d'expérience, lorsqu'on travaille avec des entreprises de réseau comme des banques, par exemple, et qu'ils balancent, pardon de le dire comme ça, les leads sur un réseau, ça fonctionne beaucoup mieux. Parce qu'il y a cette réactivité du commercial terrain qui va choper le lead de sa région et qui va tout de suite appeler. Quand on est sur des directions marketing et commerciales centralisées, le lead a tendance à se perdre, à s'endormir. Voilà. Donc moi, les meilleures réponses que j'ai eues, c'est avec des banques ou des assureurs qui envoyaient quasiment le jour même le lead à leur force commerciale, enfin, à leur réseau commercial. Jonathan, concernant l'obligation de résultat. Nous, de notre côté, on est sur des, sur des leads garantis. C'est-à-dire que le travail en fait, qu'on fait au préalable avant de pouvoir s'engager à un nombre de leads et un tarif sur le lead demande un travail préalable qu'on réalise en fait avec nos équipes data, avec notre entité YouProgress et qui voilà, et sur lequel on dit voilà, ben nous sur ce dispositif-là, il y a tant d'assets. Les thématiques sur lesquelles ces assets sont, sont positionnés nous permettent d'aller chercher cette cible-là. On a une campagne d'exposition médiatique sur tel type de levier, c'est X levier. Voilà, avec l'ensemble en considérant l'ensemble de la campagne escomptée, on peut s'engager et garantir voilà, X lead. Nous on fonctionne sur vraiment du lead garanti et la campagne ne s'arrête pas en fait tant qu'on n'est pas arrivé au résultat garanti. Donc ça dépend des opérations. Il y a souvent une logique de minimum de lead, ce qui veut dire que ça peut être plus et que c'est pas forcément payé au lead. On peut avoir une opération globale avec un minimum de lead et s'il y en a plus, tant mieux pour l'annonceur et sa satisfaction augmente et sa récurrence d'investissement aussi. Et il y a un certain nombre d'opérations où on fait au lead de manière spécifique. Mais globalement, c'est plutôt une logique de minimum avec un prix global. Alors
avant de vous poser les 2 dernières questions, avez-vous des questions à poser à nos 3 intervenants maintenant? Non. Alors moi, si. Oui. Merci. Quelle est votre question alors en fait sur les nouveaux formats? Sur les nouveaux formats, justement pour générer du lead, en tout cas nous de notre côté tel qu'on se le représente, on a besoin d'assets premium. Globalement, c'est de l'ordre du webinar ou d'une vidéo un peu longue, avec ou sans Beyoncé à l'intérieur, ou alors un livre blanc. Moi aussi. Ça, c'est une première chose. Après, on a parlé tout à l'heure on a posé la question de savoir si les événements sont-ils éligibles au brand content. Et je ne vous apprends rien en vous disant qu'on a passé une période où on a tous été un petit peu enfermés. Vous vous souvenez de cette période-là? Aujourd'hui, on est un peu plus libérés. On a tous très envie de faire des événements physiques. Et pourtant, on a aussi, ça je le remarque en fait chez les clients, subsiste aussi une sorte d'inhibition en disant oui d'accord, oui on veut le faire, mais est-ce qu'on va pas avoir encore du Covid qui va se passer pendant l'événement et ça va être un fiasco, tout ça, voilà, donc on y va, on veut y aller, on y va, voilà, il faut être très convaincant pour pouvoir arriver sur ces événements dédiés. Et finalement, je pense que ce qui fait un format qui revient ou qui fonctionne bien, c'est un format en fait événementiel. Un format événementiel qui est alimenté par une ligne éditoriale, par une promesse en fait de thématique, par un concept, j'allais même dire un concept publicitaire adapté au B2B, quelque chose à la fois d'engageant, encore une fois, l'un pour soigner en fait la partie rationnelle en fait de cette partie brand content, et l'autre pour soigner, comme je disais tout à l'heure, la partie émotionnelle qui va contribuer à la fois au faire venir, mais aussi au fait qu'on va se souvenir longtemps de cet événement-là et du partenaire en fait et des rencontres qui se seront déroulées à cet instant-là. Donc pour moi, le format en ce moment, c'est l'événement. Sur les nouveaux formats, mis à part les formats qui marchent encore, nous on fait beaucoup et c'est passionnant d'infographie dynamique et de scrollytelling. Je ne sais pas si vous voyez à quoi ça correspond, j'en ai parlé ce matin, j'ai fait une petite présentation. L'infographie dynamique. Alors comme on est souvent sur des matières d'expertise ou des matières didactiques, il faut expliquer longuement. Le storytelling, c'est l'idée en fait, via le scrolling, de prendre, de faire entrer l'internaute dans une aventure narrative où il aura quand même le choix. C'est comme un hub de contenu un peu. Alors, le Flash existait, le Flash a disparu, ça ressemble un peu au Flash, mais c'est complètement dynamique, c'est du HTML. Donc l'avantage par rapport aux ex-infographies en JPEG qui n'étaient pas référencées en SEO et qui étaient mal adaptées d'un device à l'autre. Là, l'infographie dynamique, on est vraiment sur des expériences très intéressantes. On va pouvoir mettre de la vidéo, de l'audio, du graphisme dans le même espace. Et ça marche très très bien. On a des temps de visionnage qui dépassent les 10 minutes sur des infographies dynamiques. Donc ça, c'est très bien. Et puis oui, le podcast, c'est quand même quelque chose qui fonctionne bien. On a eu du mal à trouver le moyen de créer de l'audience autour des podcasts de marque, parce que en B2B, oui, parce que c'est vrai que le podcast en France, le référent c'est Radio France, et tant mieux, ça met la barre haute. Mais tous nos clients viennent avec des références Radio France, les pieds sur terre, Interception, donc il faut être au niveau. Mais le podcast permet une exposition longue. Et puis un dernier format qu'on fait toujours et de plus en plus, c'est ce qu'on appelle les interviews croisées entre les experts de nos clients et leurs prospects ou leurs clients. Et ça marche très très bien parce que c'est une façon aussi d'asseoir une légitimité, d'avoir des échanges d'un bon niveau entre deux personnes du même secteur. Voilà. À peu près les mêmes thématiques, les mêmes formats. On s'essaye effectivement sur les podcasts pour répondre à certaines demandes de clients. La partie réseaux sociaux, très bien. Les événements, c'est très puissant et très fort chez nous, la diversification sur les événements. Il y a une interrogation sur le sujet à la mode du moment qui est l'intelligence artificielle et quel impact ça peut avoir sur cette activité. Je n'ai pas d'éléments de réponse à vous partager aujourd'hui, mais on est en réflexion sur les impacts. Et après, sur les nouveaux formats, je ne vais pas répondre par le format, mais par le fond. C'est plutôt des nouvelles thématiques.
Là, il y a le sujet de la transition écologique qui est extrêmement majeur pour tous nos clients, quel que soit le secteur. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire autour de ce sujet et la question fondamentale, plus que quel format peut-on avoir. Donc, il y a des entrées par sujet là, qui vraiment deviennent très, très structurantes. Et il y en aura probablement d'autres dans les prochains mois. Là, pour nous, il y a le sujet du logement là, qui est en train de monter là, semaine après semaine, mois après mois. Il y aura probablement des choses à creuser sous cet aspect-là. Dernière question, c'est quelle est votre intime conviction sur les mois et années à venir concernant le brand content en B2B? Je pense qu'il est amené à se développer parce que c'est déjà un constat historique depuis quelques années. Je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Après, ce qui devient intéressant, c'est que nos annonceurs, nos clients se staffent. Donc, ils ne peuvent pas assumer seuls la production de contenu à hauteur de leur ambition d'être marque média. Mais on a de plus en plus d'interlocuteurs qui sont, entre guillemets, éduqués au contenu. On trouve des compétences rédactionnelles chez nos clients. Donc, c'est très agréable parce que ça veut dire qu'on peut aller un peu plus loin, qu'on n'est plus en mode évangélisation sur ça c'est de la pub, ça c'est du contenu. Donc ça c'est bien compris. Donc, Non, avant on avait du mal à expliquer par exemple à une directrice de la communication qu'il ne fallait pas faire que des phrases courtes, que parfois il fallait faire un peu plus longues, pas forcément longues, mais qu'on n'était pas dans la punchline tout le temps et que parfois il fallait rentrer un peu dans les sujets de façon profonde pour attirer l'intérêt de certains interlocuteurs. Et certains avaient des réflexes très ce qui est normal. Nous aussi, on passe parfois derrière nos rédacteurs pour avoir un titre accrocheur et autres. Mais voilà, il y a une génération, je pense, qui comprend qu'une marque, avant d'être média, doit être déjà intéressante. Et si elle est intéressante, moi, c'est ce que je dis d'ailleurs à mes collaborateurs, quand vous êtes en rendez-vous, vous devez apprendre quelque chose à votre prospect et il voudra vous revoir. C'est un peu pareil pour une marque. Si la marque apprend quelque chose à son prospect, elle aura envie de relire sa prochaine newsletter. Donc c'est ça, il faut apprendre quelque chose. Et ça, ils l'ont bien compris. Et du coup, il y a une position qui est un peu plus humble et qui est intéressante. En quelques mots, notre conviction, c'est que c'est un secteur qui va être plutôt en croissance sur les prochaines années. Après, on reste sur l'environnement de la communication qui est très lié au développement économique du pays, de certains de ces secteurs. Et il y a une corrélation forte entre bonne santé économique du pays, les investissements en communication, et le brand content n'y échappe pas. Donc il est corrélé, au-delà de la tendance de fond, il est corrélé à ces éléments conjoncturels. Tu as évoqué tout à l'heure l'intelligence artificielle et ChatGPT. Ça, on en parle beaucoup. De notre côté, on étudie vraiment comment se passent les choses. On a un groupe de travail qui observe comment ça se passe. Globalement, moi, je suis de ce que j'en comprends aujourd'hui, je ne pense pas qu'on va être remplacé par ChatGPT. Je pense que ces intelligences artificielles génératives vont pouvoir devenir des compagnons de route, peut-être un peu comme le sont aujourd'hui ces petits objets, mais vont pas. Voilà, on n'a pas encore été remplacé par les smartphones puisqu'on les utilise, et on ne sera pas remplacé par les intelligences artificielles génératives, à mon sens. En revanche, pour moi, dans l'avenir du brand content, c'est aujourd'hui une tendance, pour moi, une tendance qui commence à arriver. C'est-à-dire que quand on dit brand content, si on arrive à la traduction, on parle contenu de marque. Donc on parle contenu de la marque indépendamment des acteurs de la marque. Or, il me semble que ce qui va être fort dans les prochaines années dans le brand content, c'est justement l'incarnation dans le brand content, donc l'incarnation du discours de la marque, mettre des visages, des voix et des figures sur les convictions de la marque, sur les ambitions de la marque et sur son développement. Voilà. Merci. J'espère que ça